Bien, merci d'abord de votre invitation et pardonnez-moi de me présenter à vous avec un œil droit un peu de boxeur. J'ai été opéré d'un décollement de rétine la semaine dernière. J'ai appris il y a 2 jours que mon œil était sauvé. Donc je dis au passage, ceux qui m'ont opéré ne sont pas là, mais merci, merci, merci aux acteurs de santé que vous êtes parce qu'on a vraiment besoin de vous. Les valeurs, c'est un fondement du pacte social. Toute démocratie, tout mode de fonctionnement démocratique, évidemment, repose sur l'exercice des valeurs. C'est dire, managé par les valeurs, au nom de quoi on fait les choses, au nom de quoi on agit, au nom de quoi on décide. Et c'est vrai que cette question des valeurs, elle revient régulièrement dans l'éducation, avec souvent une certaine souffrance en disant que les valeurs ne sont pas assez appropriées, ne sont pas assez expérimentées. C'est vrai aussi dans nos sociétés aujourd'hui, dans les modes de fonctionnement de l'entreprise, que les valeurs sont parfois mises à mal quand il y a des décisions injustes, quand il y a des préoccupations qui ne sont pas prises en compte. On se pose la question de ce qui est juste, de ce qui est nécessaire, de ce qui est normal, de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est un vrai discours et un vrai retour sur la philosophie que celle des valeurs. Le problème, c'est que dans notre société à dominante de communication aujourd'hui, c'est qu'on en reste souvent à un discours sur les valeurs. Et le danger d'un discours, justement, c'est de n'être qu'un discours. On fait beaucoup de déclaratifs, en quelque sorte, sur les valeurs. Et on voit dans pas mal d'entreprises et dans la société en général la production de chartes, de codes de bonne conduite qu'on affiche en général, mais ça ne suffit pas si on n'aura pas avancé, si on s'en tient simplement, encore une fois, à du déclaratif et à une communication sur les valeurs. Je crois que quand on dirige, ce que l'on peut comprendre, quand on enseigne, c'est la même chose, quand on a des responsabilités de management dans les organisations, nous sommes un acteur central des valeurs et les valeurs infiltrent nos comportements au quotidien. Et à contrario, ce sont nos comportements au quotidien qui révèlent si oui ou non on est capable de respecter un certain nombre de valeurs et de manager par les valeurs. Alors c'est vrai que quand les valeurs ne sont pas au rendez-vous, quand il y a une dégradation, on sait ce que cela donne, des phénomènes de favoritisme, d'entrisme, du machiavélisme, une réflexion qui est insuffisante sur les comportements nécessaires pour aboutir à des résultats efficaces entre soi. C'est la question aussi, à travers le management par les valeurs, du vivre ensemble qui est posé. Problème de cohésion sociale, problème de respect, de solidarité entre soi pour aboutir à des résultats satisfaisants et un partage satisfaisant du travail qui est réalisé. Les valeurs posent toujours la question de leur appropriation, de leur mise en œuvre, de leur partage. Et c'est en ce sens-là qu'elles prennent effectivement, ces valeurs, tout leur sens. Alors, ce que je vous propose, c'est cette recommandation qui nous paraissent dans nos comportements quotidiens, quand nous avons des responsabilités de management, d'animation d'équipe, de permettre d'identifier si oui ou non ces valeurs que nous avons en nous, ces valeurs que nous connaissons, encore une fois, qui font l'objet d'un déclaratif fréquent, nous savons les exercer au quotidien dans nos comportements de manager. Cette recommandation un peu au fil de l'eau, qui, je pense, peuvent servir véritablement de guide de vie personnelle quand on anime, quand on enseigne, quand on manage, quand on a des responsabilités. Première de ces recommandations, faire preuve d'une autorité responsabilisante. Au sens latin d'autorité, autoritas, celui qui autorise. Autoriser, c'est faire grandir. Faire preuve d'autorité dans nos sociétés aujourd'hui organisées, clairement, la question de l'autorité est constamment posée. Besoin d'autorité qui se traduit par plus de sécurité dans un groupe, qui se traduit par plus de clarté, qui permet de donner des repères, qui permet de donner des références, qui permet de dire pourquoi on fait les choses, au nom de quoi on les fait, et en connaissance de conséquences. Très souvent, on a fait valoir dans nos décisions la nécessité de dire pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire en connaissance de cause. Il faut y ajouter aussi en connaissance de conséquences. Quelle sera la conséquence ? Par exemple, on n'a pas fait la nomination de quelqu'un, on doit être en charge de dire pourquoi, mais on doit aussi prendre en compte quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir à cette non-nomination. Connaissance de cause et connaissance de conséquences vont de pair.
un acte responsable au nom de valeurs fortes en matière de management, impose cette double réflexion-là, connaissance de cause et connaissance de conséquences. Faire la part des choses au sens d'Épictète. Je crois qu'être responsable, c'est savoir dire oui, c'est savoir dire non, c'est savoir reconnaître ce qui va, c'est savoir reconnaître ce qui ne va pas. Exercice difficile de discernement, exercice difficile du dire oui, du dire non et d'expliquer pourquoi. On s'est aperçu qu'une partie de la souffrance au sein des équipes de travail est due souvent à l'absence d'explication, l'absence de clarté. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent « mais j'aurais expliqué pourquoi il n'y a pas eu ça ». De toute façon, ça n'aurait rien changé. Mais si, ça aurait changé quelque chose, même si la personne ne le dit pas. On se doit, dans une autorité responsabilisante, d'apporter des explications, de clarifier un certain nombre d'éléments. L'homme est la mesure de toute chose, au sens de Protagoras, faire la part des choses, retrouver cette vertu du probable, au sens grec, au sens d'Aristote, le probable. On n'a pas de certitude, on est capable, avec une certaine probabilité, de dire à quelqu'un ou à un groupe quelque chose. Donc, l'autorité responsable, c'est ce sens des priorités, c'est ce sens du discernement, c'est cette capacité constante qu'on vit plusieurs fois dans une journée à travers des micro-décisions parfois, d'expliquer, de rendre compte, de dire au nom de quoi et en connaissance de quoi on fait les choses, on décide ou on agit. Je crois qu'il y a là une véritable discipline personnelle pour tout manager, pour tout responsable, pour tout enseignant vis-à-vis de sa classe. Et c'est à travers cet exercice-là qu'on crée une certaine sécurité. Et puis ce mot-clé de tout l'humain et de toutes les relations humaines qui crée de la confiance. Et on vit dans une société qui est en souffrance souvent de conscience, de confiance à ce niveau-là. Deuxième critère, deuxième type de comportement, je crois, qui découle du monde du management des valeurs, c'est la consistance. Faire preuve de consistance. De l'anglais consistency, consistance, mettre en accord, il faut oser le dire, dans un univers français politique où il y a des difficultés là-dessus, mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est la chaîne du dire, du décider et du faire. Dire, décider et faire. Les petits-enfants sont là pour nous le rappeler. Quand on dit, on va peut-être aller au parc dimanche, le petit gosse, il dit non, et on y va ou on n'y va pas? Être consistant, tenir sa parole. La promesse non tenue, c'est le poison de la consistance. C'est comme ça qu'on détricote le lien, qu'on détricote la confiance, qu'on détricote la cohésion au sein d'une équipe lorsqu'il y a des choses dites qui ne sont pas faites ou qui ne sont pas exécutées. Donc la consistance, une vraie discipline personnelle qui nous ramène à nous-mêmes. Dire moins, faire plus éventuellement, mais pas dire beaucoup pour ne pas faire grand-chose derrière. Et ça, c'est un des purs produits malencontreux des 30 dernières années, d'un excès de communication, d'un délire communicationnel, pourrons dire, où on vit plutôt dans un univers de promesses, au sens électoral du terme, temps nécessaire de la démocratie. Promettre est un temps nécessaire. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir derrière. Donc la consistance, je pense que c'est cette vraie discipline personnelle qui nous ramène en quelque sorte à nous-mêmes et qui fait que je m'en tiens à ce que j'ai dit et je fais ce que j'ai dit. Au sein d'une organisation, d'ailleurs, vous l'avez certainement vérifié, tout ceci est matière à réputation. Au bout d'un certain moment, il y a deux catégories de gens. C'est un peu manichéen de dire ça, mais c'est comme ça que c'est vécu. Il y a des gens dont on dit « il t'a dit ça », t'inquiète pas, il te le fera. Puis il y a des gens dont on dit « t'as dit ça », oh là là. S'il te le fait, c'est suspect d'ailleurs. Donc, clairement, on peut dire que cette double réputation-là, en général, elle n'est pas usurpée, elle est validée par les faits. Il y a des gens fiables, il y en a qui ne le sont pas. Dans la relation au patient, dans la relation entre soi au sein d'une équipe, cette fiabilité-là, c'est la clé, en quelque sorte, qui peut faire de l'efficacité. L'exemplarité aussi est un pur produit de la consistance. Mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est aussi s'appliquer à soi-même, dure école évidemment, s'appliquer à soi-même les choses que l'on attend des autres. On a vu dans tout un tas de secteurs d'activité ces dernières années, par exemple, je sais que le monde de la santé est peut-être décrié cruellement, souvent mis parce qu'on a une exigence de vous-même en avant dans des dérapages ou dans des dérives, mais quand on voit par exemple des univers comme le monde de l'automobile, où la tricherie a été exercée de façon industrielle,
Là, on peut se dire, nos sociétés souffrent là de cette mauvaise exemplarité, de dirigeants qui sont au courant, ne sont pas au courant. C'est le débat de la justice, ça, on en est là. Savaient-ils, ne savaient-ils pas qu'ils s'organisaient des choses mafieuses? C'est grave. Et là, on peut dire que ce sont les valeurs qui sont mises en cause, qui sont défiées, et vis-à-vis de la jeunesse en particulier, vis-à-vis de la société en général, ne nous étonnons pas, à partir de là, qu'il y ait comme le vécu d'un malaise. Et à chaque fois qu'un dirigeant dérape ou déraille sur ce plan-là, c'est tout l'édifice des valeurs, en quelque sorte, qui est à chaque fois mis à mal, qui est secoué. Oui, c'est vrai que diriger, enseigner, c'est un parti pris sur ce plan de consistance personnelle, de discipline personnelle dans le sens des valeurs. Troisième recommandation, troisième critère qui me paraît intéressant, c'est cette culture de la reconnaissance. Le philosophe Théodorov le soulignait, toutes nos sociétés fonctionnent sur le principe de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance, non dit évidemment, mais ressenti toujours. Quand il y a de la reconnaissance, on peut s'assurer, on peut garantir une certaine cohésion sociale au sein d'un groupe. Quand il n'y a pas de reconnaissance, ça ne marche pas. Comment ça se traduit, la reconnaissance? Très simplement d'abord par de l'écoute, par la qualité d'écoute, par le fait d'interroger, de questionner, de prendre en compte l'autre, de faire preuve de cette fameuse empathie qu'on a trop réduite simplement à un acte de bienveillance. L'empathie, c'est prendre en compte ce que dit l'autre et comprendre dans sa logique à lui sa position. En France, au plan de la relation sociale, il y aurait pas mal de progrès à faire en la matière, évidemment. Prendre en compte simplement ce que dit l'interlocuteur. Cette attitude d'empathie qui est capable de se centrer sur l'autre, d'entendre ce que dit l'autre, pouvoir exprimer à la fois ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, ça ne nous tombe pas dessus par hasard, l'empathie. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose aussi qui peut s'enseigner, bien sûr, et dont on a besoin, qui fait l'efficacité des équipes. Tous les gens qui ont laissé des traces dans l'histoire, et en rapport avec leur charisme d'ailleurs, sont aussi des gens qui sont centrés sur les autres. C'est-à-dire, à un moment donné, comme on a dit du personnage charismatique, qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ce qui veut dire qu'en amont, ils sont nourris par une puissante capacité d'écoute, par une puissante capacité de prise en compte, en quelque sorte, de ce qui est autour de moi, autour de soi. On le voit dans la belle vie d'une équipe, dans un service, par exemple, quand ça fonctionne bien, c'est qu'il y a de l'écoute, c'est qu'il y a de la reconnaissance, c'est qu'on a des garanties sur ce plan-là. Et faire preuve d'empathie, c'est pas céder à l'autre, c'est pas dire comme l'autre, c'est pas forcément être toujours d'accord avec ce que dit l'autre, mais c'est laisser cette possibilité d'expression, de confrontation. C'est celle-là qui est, je crois, essentielle dans nos démocraties. Elle a commencé sur l'Agora à Athènes par ce travail des gens qui parlent, des politiques qui sont censés entendre et qui, à partir de là, apportent ce supplément, peut-être que de traduire, d'exprimer plus clairement, plus nettement, par des lignes directrices une politique. Mais c'est en ce sens-là que ça doit fonctionner, c'est-à-dire à partir des gens, de construire ensemble quelque chose. C'est ça, je crois, le savoir-faire de reconnaissance, la culture de la reconnaissance au sein d'une équipe. C'est retrouver cet art de Socrate, de la maïotique, du questionnement, de la puissance du questionnement. Quelle pire des choses il y a quand on entend quelqu'un dire « on ne m'a même pas demandé, on ne m'a même pas posé la question ». Là, on peut dire qu'on est dans des attitudes au sens psychologique véritablement de déni de reconnaissance. Donc attention à ça, personne n'est à l'abri de ça. Au sein d'une équipe, nous avons des pannes, nous sommes faillibles au sens de Platon. On est faillible, on est humain, on est faillible. Il nous arrive parfois des ratés, il nous arrive dans certains cas d'oublier. Et il y a des rattrapages nécessaires, bien sûr. Mais la vie d'une équipe, la sensibilité d'une équipe, ce management d'équipe par les valeurs suppose effectivement ce réflexe permanent de se dire comment je prends en compte les autres. Entendre, c'est questionner, donc c'est cultiver de l'information, disposer d'informations, c'est recouper aussi les informations, c'est pas forcément céder à tout ce qu'on entend. Attention, vous le savez comme moi, l'information elle-même est faillible, il faut la valider, il faut la vérifier. L'ombre du zèbre n'est pas rayée, on entend des choses, mais forcément, c'est pas ce qu'on croyait. Donc il faut recouper régulièrement ce que l'on entend. Ça fait partie aussi, ça,
du savoir-faire, de la culture, de la reconnaissance. J'ajouterais également la nécessité dans les valeurs d'une certaine discrétion par rapport à l'écoute, justement. Quelqu'un s'exprimera d'autant plus que les propos qu'il aura tenus, il ne va pas les retrouver 3 jours ou 8 jours après, ailleurs, dans une réunion ou quoi que ce soit. Écoute se marie et doit se bien marier avec discrétion. Il y a une manière d'entendre, il y a une façon, effectivement, de garder l'information, c'est-à-dire respecter l'interlocuteur, créer du lien. C'est un travail à temps complet, c'est une préoccupation, c'est un souci constant. Dans une classe, les élèves y sont sensibles, dans un service, les collaborateurs y sont sensibles, dans une organisation, quand la direction, quand les dirigeants peuvent apporter cette garantie de reconnaissance, d'écoute, de discrétion, d'empathie, il y a matière là à parler de management par les valeurs. 4e recommandation que l'on peut faire, peut-être trop difficile, dans notre mentalité française aussi, il faut se secouer là, c'est cette capacité nécessaire de remise en cause. Oser se remettre en cause. Je sais qu'on est dans un pays où le sport national est la justification. A posteriori, c'est plus facile. La remise en cause, c'est assumer à certains moments, d'abord, plusieurs choses. D'une part, faire la différence entre conviction et certitude. On a besoin de conviction, surtout dans les temps difficiles, dans les périodes délicates. Et les gens sont sensibles au fait d'avoir une personne qui manage, qui dirige et qui fait preuve de conviction. C'en est autre chose que d'être fondé exclusivement sur des certitudes. Donc conviction n'est pas certitude. Remise en cause, ça veut dire aussi distance. Distance, capacité à entendre des critiques. C'est pas simple ça. Je prendrais une posture un petit peu sartrienne qui disait, par rapport aux critiques, les critiques peuvent détruire tout ça, etc. C'est pas ce qu'on dit de moi qui compte, c'est qu'est-ce que je fais de ce qu'on dit de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de la critique que j'ai entendue, y compris des félicitations que je reçois, y compris parfois des réclamations dont je fais l'objet. Donc, entendre, tirer des enseignements, avoir cette culture de l'enseignement. Vous êtes dans un univers scientifique, vous le savez, cette capacité à tirer des enseignements, il n'y a que ça qui fait progresser. On avance par à-coups, on avance par enseignements tirés. À certains moments, quand on n'arrive pas à tirer des enseignements, on est dans un statu quo. Donc cette culture de l'enseignement tiré qui manque terriblement à nos politiques, par exemple. Cette culture de l'expérimentation qui est si présente dans l'univers scientifique, qui est défaillante dans l'univers managérial, dans l'univers de la gouvernance, oser expérimenter. On l'avait dit il y a une dizaine d'années à Villepin avec son CPE, mais arrêtez de discuter, expérimentez quelque part pour voir ce que ça donne. Et au bout de 6 mois, 1 an, vous garderez la disposition ou pas. On le dit aujourd'hui de la même manière sur la loi El Khomri. Expérimentez quelque part. On verra oui ou non si ça marche. Au lieu de discuter sans fin et de spéculer sur des pseudo-certitudes. Cette culture de l'expérimentation, je crois que nos valeurs sont à l'épreuve du réel. Ce n'est pas simplement des idées ou des idéologies, mais c'est une culture du rapport au réel, confrontée au réel. Lacan disait, la réalité, c'est quand on se cogne. Là, tu la vérifies de près, la réalité, quand tu te cognes. Donc, culture de la remise en cause. Une relation, ça se co-construit. La pire des choses en matière de remise en cause, c'est la répétition, c'est l'obstination, c'est la récidive. Quand on est manager, je crois que ces éléments-là, on doit complètement les intégrer dans sa démarche de tous les jours. C'est l'origine de la sanction, c'est l'origine de l'intervention nécessaire. Quand il y a récidive, quand il y a obstination, la pire des choses, l'obstination, toujours plus de la même chose, c'est le problème. Le grand psychologue américain Václavic, qui travaillait sur les processus de changement, donnait toujours cette anecdote d'une maman qui vient le voir et qui lui dit « Oh là là, j'ai des soucis avec ma fille. » Et il dit « Ah bon, qu'est-ce que vous avez ?» Quand elle rentre le soir de l'école, tous les soirs, je lui dis « Fais tes devoirs en arrivant, c'est plus facile, ça ira mieux après, tu seras tranquille, etc. » Et Václavic lui dit « Alors, il n'y a rien à faire, rien à faire, elle ne fait pas ses devoirs. » Je lui dis « Répète tous les soirs, je lui répète « Fais tes devoirs quand tu arrives. » Et Václavic lui dit « Écoutez, nous avons fait un grand pas. La première des choses que vous allez faire, c'est arrêter de lui dire, quand elle rentre de l'école, fais tes devoirs. Puisque vous vous êtes administré la preuve que ça ne marchait pas. Maintenant, on va chercher autre chose ensemble. Toujours plus de la même chose, c'est le problème. L'obstination, la répétition, à l'origine de la névrose.
psychanalyse, on connaît bien cette dimension-là. C'est toujours l'origine de la névrose, l'obstination. Nous sommes dans une société d'obstination, encore une fois, qui nous fait confondre conviction et détermination et certitude. Donc c'est dur, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on a envie d'insister parfois pour voir si quelque chose marche. Donc, capacité de remettre en cause, c'est distance par rapport à ça. Capacité à reconnaître l'erreur, capacité à reconnaître l'échec, capacité à tirer l'enseignement de la difficulté. C'est difficile, mais c'est une voie nécessaire. L'école est souvent défaillante sur cette dimension-là, puisque au lieu de tirer l'enseignement de l'échec, souvent elle évalue l'échec, elle commente l'échec, elle raconte l'échec, mais sans forcément chercher à dépasser cet échec en tirant quelque chose. 5e recommandation en matière de management par les valeurs, et je pense que l'hôpital, sur ce plan-là, dans la société française, est certainement fortement présent, et ce qui contribue d'ailleurs à l'image de la santé dans l'opinion publique, dont vous savez qu'elle est bonne, parce que vous êtes dans la combativité, vous êtes dans la résilience. Plus que tout autre secteur d'activité, certainement, vous savez gérer l'imprévu. Quand on voit le politique aujourd'hui, quand on voit les grandes entreprises confrontées, perturbées, bouleversées par l'imprévu, on croit rêver. Parce que la capacité du politique, du management par les valeurs, justement, c'est de ne pas être pris de court par l'imprévu. Or, vous, c'est votre quotidien. Donc, cette capacité de combativité, de résilience, de ténacité, d'être fort dans la difficulté. Einstein disait « l'opportunité naît de la difficulté ». Nous sommes trop dans une société aujourd'hui défaillante sur ce plan-là, où la difficulté, au lieu de sublimer, elle a tendance à inhiber. Sublimer, c'est-à-dire aller chercher des ressources, inventer, innover, aller vers des solutions inédites, sortir effectivement de la difficulté ou du marasme. Je crois que manager par les valeurs, c'est un combat. Et en ce sens-là, résilience, combativité, capacité à se sortir des difficultés, c'est un signe inéluctable, véritablement, du sens de l'humain et de la présence des valeurs dans l'esprit de celui qui dirige. Ne pas lâcher prise, en quelque sorte. Ne pas lâcher prise. Donc, capacité de résilience, capacité de faire face à la difficulté, de dépasser la difficulté, et au sens même de la résilience, de transformer du négatif en positif. On peut dire que la notion de guérison en elle-même est constitutive d'une notion de valeur, de résilience, parce que c'est bien, quelque part, transformer du négatif en positif. Donc, on a là une valeur extrêmement sensible, à la fois pour l'éducation, pour l'école, mais aussi, bien sûr, pour la vie de tous les jours. Il y a une perte de confiance dans les dirigeants quand on sent qu'il y a de l'impuissance. La pire des choses, c'est effectivement cette expression d'impuissance qui se traduit non pas par des mots, mais par des comportements. C'est qu'il ne se passe rien, on n'avance pas, il y a un statu quo, on tergiverse, on est dans l'indécision différée. Et à partir de ce moment-là, on démobilise. Et souvent, dans ces conditions-là, on produit des injonctions contradictoires. Ce qui rend fou les gens, on le sait, ça a été vérifié. Comment rendre fou quelqu'un ? C'est de lui envoyer des injonctions contradictoires à des rythmes réguliers. Donc nous sommes dans une société qui peut souffrir de cela. C'est vrai à l'échelle d'un pays, c'est vrai à l'échelle d'un service, d'une petite équipe. Faisons attention à tous ces messages que l'on envoie, à cette façon dont on a justement de montrer qu'on tient la barre et qu'on est capable ensemble de trouver des solutions, d'avoir cette combativité, une véritable vertu, je pense, au sens du management par les valeurs. 6e recommandation, et sur celle-là aussi, je crois qu'on est autodidacte, on a appris sur le tas, parce que l'école, malheureusement, qui renvoie trop à de l'individualisme, ne nous aide pas forcément, c'est la culture de la coopération. Priorité sur la coopération, priorité sur le travail en équipe, sur le faire ensemble, sur le partage d'expériences, la cohésion, la solidarité. J'enseigne dans une école comme HEC avec a priori une sélection redoutable à l'entrée, évidemment, pour les élèves. Quand on regarde les comportements issus de l'école, on leur donne un travail collectif à 3 élèves. Je les suis dans le couloir, je les entends. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils divisent en 3 le travail. Ils en sont au stade taylorien, pratiquement. Et quand 15 jours après, on leur dit « ça y est, c'est terminé », y a toujours un malheureux qui dit « l'autre, il n'a pas fini, on ne peut pas vous le rendre ». Ils ont divisé par 3 le truc, tout simplement. Par 3. Donc là, il y a du travail.
Il y a du boulot là, à remonter à la pente, à travailler ensemble, à coopérer, à partager cette expérience, à expérimenter la décision collégiale. Il y a des progrès, il ne faut pas être pessimiste. On a vu des jeunes instituteurs aujourd'hui dans des petites écoles, dès la maternelle, créer des situations de jeu, créer des situations de groupe dans lesquelles les petits-enfants font l'expérience de la décision collective, font l'expérience du projet commun, font l'expérience de rendre quelque chose en commun. Vous savez que dans l'éducation nationale, il est interdit de mettre une note collective à un travail. Il est interdit de mettre une note collective à un travail, par décret. Or, la vie de l'entreprise, la vie des groupes, la vie de vos équipes fonctionne sur du collectif. Que ce soit dans le service, que ce soit dans le bloc opératoire ou ailleurs, c'est forcément ce que vous faites, le résultat d'un travail collectif, où n'importe quelle contribution n'est jamais dérisoire, même si elle est très partielle et limitée, elle contribue à la réussite collective du travail. Donc, prise de conscience, reprise de conscience sérieuse de cette notion de coopération. Coopérer aussi, c'est revaloriser l'idée de pacte par rapport à l'idée de contrat. L'idée de contrat, elle est dans la verticalité, contrat d'objectif, par rapport à une gouvernance, par rapport à des équipes. C'est la notion contractuelle de haut en bas au sens classique du terme. La notion de pacte est dans la transversalité et l'horizontalité. Et je crois que nos sociétés ont besoin des deux, ont besoin de fonctionner par contrat dans la verticalité et ont besoin de fonctionner par pacte dans l'horizontalité. Ce sont des gens qui se mettent ensemble d'accord sur un certain nombre de choses. On crée un pacte ensemble. Et cette notion-là, qui est si difficile, par exemple, au niveau de l'Europe, à obtenir, est la clé du travail en équipe. Notion de pacte, c'est-à-dire privilégier les accords dans la transversalité et pas seulement la notion de contrat dans la verticalité. C'est un réel apprentissage et ce n'est pas facile, effectivement, à développer au sein des équipes. J'ajouterais que cette cohésion, ce partage d'expérience, c'est aussi l'occasion de revaloriser toujours la question clé, celle de l'intérêt commun. Qu'est-ce qui est bon pour nous dans cette affaire? Autrement dit, quand on vit en équipe, c'est un terrain de prédilection pour oser rappeler cette question nécessaire constamment dans un collectif, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous? Et d'arriver à faire comprendre à quelqu'un en général que quand c'est bon pour nous, c'est sûrement un peu bon pour soi aussi, ou un peu bon pour moi. Au sein des équipes, dans la vie sportive par exemple, souvent les coachs butent sur ces égos, sur cette tendance à ramener à soi les choses, où le joueur croit que ce qui est bon pour lui, c'est prioritaire, alors que ce qui est bon pour l'équipe, c'est bon pour lui, parce que gagner, c'est clair que c'est quelque chose qui est essentiel, mais c'est aussi parce que tout le monde a contribué. Ce serait le petit gosse qui est heureux d'avoir marqué un but alors que l'équipe a perdu, simplement. Donc sortir de ce dilemme-là, c'est-à-dire du rapport à soi et du rapport exclusif à soi. C'est vrai qu'au sein des équipes, vous l'avez vérifié, il y a des égos très forts. Et ces égos très forts recherchent effectivement de façon très narcissique à ramener à eux-mêmes un certain nombre de choses. C'est pas simple et c'est une vraie bataille, ça, qui commence dès l'éducation, de faire comprendre que le collectif m'appartient aussi et j'appartiens moi-même quelque part au collectif. Septième critère qui me paraît important, pour terminer, les valeurs sont aussi confrontées au phénomène constant de changement. Donc, gérer par les valeurs, c'est aussi manager par les valeurs, c'est aussi apprendre et s'investir dans la gestion des transformations, des périodes de changement, on dit plutôt aujourd'hui de transformation. Et à ce stade-là, juste simplement, sans développer trop, je revaloriserai cette prise en compte dans les phénomènes de changement de la notion de transition que dans la culture française on a du mal à intégrer. Je ne crois pas dans les transformations radicales. Je ne crois pas qu'on puisse faire table rase du passé. Je ne crois pas qu'on puisse tourner, déchirer la page et en écrire une nouvelle du jour au lendemain. Si on s'appuie sur la très belle théorie du psychologue anglais Winnicott, sa notion d'espace transitionnel, le petit doudou de l'enfant pour se sortir de l'emprise de la mère, doudou, on en a besoin, c'est-à-dire la transition. Il faut des transitions, il faut ménager des transitions. On ne peut pas passer du jour au lendemain d'une situation A à une situation B. Il faut une période T de transition.
Et manager, c'est souvent accompagner cette période de transition, créer les conditions de la transition. À vouloir zapper les transitions, on prend des risques sérieux. Il y a quelques années, dans une entreprise, je faisais une intervention, une grande entreprise privée, il y a toujours une phase préparatoire, il y a un grand directeur qui m'a dit « Je ne veux pas que vous parliez de transition ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Non, je ne veux pas qu'on parle de transition, on doit transformer, on a l'obligation de se transformer dès la rentrée, etc. » Bien. C'est une entreprise qui connaissait son 4e président depuis 7 ans. Les 3 autres avaient tenu le même discours. Le 4e était en train de faire la même chose, et c'est ce qui lui est arrivé. Il a tenu, lui aussi, 1 an et demi. À zapper les transitions, à dire « demain ne sera pas comme hier », t'es mort, tout simplement. Et les cadres qui étaient dans l'auditoire, dans la salle, quand il annonce ce genre de choses-là, il y a un murmure général. En gros, dans leur tête, il se dit « celui-là, pour combien de temps il en a encore ?» C'est à peu près ça, le discours ambiant. On ne peut pas sortir des transitions. L'univers, la science, la biologie, notre monde, on parle de transition énergétique aujourd'hui. Toute gestion des transformations passe forcément par cette capacité de gérer une phase de transition qui n'est plus tout à fait la situation d'avant, mais qui n'est pas encore la situation de demain. Qu'il est extrêmement difficile de manager, parce que c'est un peu du management sur route glissante. C'est vrai, il faut piloter de façon avec beaucoup de tact et avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de fermeté aussi sûrement, mais ce sont des phases effectivement difficiles. Et nous sommes aujourd'hui dans des grandes phases de transition qu'on réussit ou dans lesquelles on échoue. Donc manager par les valeurs, c'est cette prise en compte très humaine-là de ces phases délicates ou difficiles où il y a de l'incertitude, où il y a de l'inquiétude, où il y a du deuil, parce qu'on va quitter des choses qu'on a connues. Il y a de l'appréhension, parce qu'on va vers un mode d'organisation que l'on ne connaît pas forcément encore, dont on n'a pas la garantie encore qu'il va forcément être le bon et le nécessaire. Et on vit cette période de transition. Et être manager, diriger, c'est effectivement une mise à l'épreuve extrêmement sensible, de plus en plus aujourd'hui, dans la vie des groupes et dans la vie des entreprises. Donc, gérer les transitions, manager les transitions pour réussir les transformations. Ça appelle beaucoup des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'empathie, de la remise en cause, de la prudence, pas de précipitation. Nous sommes dans un monde extrêmement fébrile, qui vit beaucoup de fébrilité, qui cultive l'urgence. Je crois qu'il n'y a que chez vous vraiment que l'urgence a du sens, parce que dans la société en général, on a galvaudé le concept d'urgence, totalement galvaudé le concept d'urgence. Et là, il y a des vraies leçons, il y aurait des vraies leçons, on aurait envie d'envoyer des managers parfois dans un hôpital pour comprendre ce que c'est, parce que quand, par exemple, on a demandé quelque chose de façon urgente à quelqu'un et que 3 mois après, le dossier est toujours dans le placard, c'est clair que la notion d'urgence n'a plus de sens. Et aujourd'hui, c'est le cas. Dans beaucoup d'environnements, dans beaucoup d'entreprises, on a galvaudé, et ça, c'est un signe de dégradation des valeurs, dégrader la notion d'urgence. Donc, sens de la responsabilité. Au total, et pour conclure cette brève entrée en matière, je dirais que le management par les valeurs, ça commence par le management de soi. Management de soi, c'est-à-dire capacité soi-même à être le premier expérimentateur des valeurs qu'on cherche à préconiser autour de soi. Management de soi, ça veut dire bien se connaître, ça veut dire être lucide, c'est savoir qu'on est faillible, c'est savoir qu'il y a des ratages possibles. Bien sûr qu'il y a des ratés, il y a des ratages, il y a des choses qui réussissent bien. Et je crois qu'avoir ce discernement par rapport à soi-même, c'est une nécessité, c'est une discipline personnelle, c'est gratifiant, vous le savez, diriger, manager, c'est difficile, c'est un combat au quotidien. C'est gratifiant quand on sent que ça marche. C'est un peu traumatisant parfois quand on sent qu'on rencontre des tensions, des résistances, que ça ne marche pas, c'est vrai. Mais je crois que c'est ça, manager par les valeurs, c'est faire cette œuvre-là, c'est-à-dire faire partager quelque chose. Savoir faire par soi-même, c'est une chose, c'est pas facile, vous l'avez tous vérifié à travers vos compétences personnelles. Arriver à les faire partager et arriver à faire fonctionner une équipe dans un climat plutôt favorable et positif. Je crois que le management des valeurs, c'est ça son levier, c'est ça qu'on cherche et c'est un petit peu ça qu'on a envie. Je terminerai sur une pensée de quelqu'un qui n'est pas trop branché dans le management, mais Marcel Proust qui disait « Il n'y a pas de réussite facile, mais il n'y a pas non plus d'échec définitif.
Je crois que c'est une belle leçon de valeur à appliquer au management pour ceux qui dirigent dans la vie de tous les jours. Merci.